Coucou tout le monde, c'est Aimé et bienvenue sur la ruche. Aujourd'hui, dans cette vidéo assez courte, on va parler de la data slate et plus particulièrement ce que ça va faire sur nos petites bébêtes tyrannides en particulier. Je vais passer assez vite sur l'ensemble des modifications qui sont de toute façon assez restreintes. Il n'y a pas énormément de modifs, ça reste assez mineur comme modification. Même au niveau des tyrannides, moi personnellement je m'attendais pas à grand chose, donc on n'a que du bénéfique, donc on va pas s'en plaindre. Je m'attendais dans cette data slate plutôt à un nerf des gros méta, des gros codex méta disons. Ça a été le cas. Mais surtout, je pensais pas que le tyrannide serait affecté, et en fait, il se trouve que le tyrannide est affecté par quand même 3 changements, dont je trouve que 2 sont structurants, le troisième découle des 2 premiers, donc en fait, il est un peu anecdotique. Mais du coup, c'est quand même intéressant, donc on va faire un petit tour dans cette vidéo. On va pas du tout partir sur ce que j'avais pu faire dans la grosse dataslate de la dernière du coup, où j'avais repris un petit peu dans chaque codex à quoi je m'attendais en fonction des évolutions. Là, ça va juste être du détail et vous donner un petit peu mon ressenti sur ces derniers mois de V9. On va commencer tout de suite par les changements qui sont génériques. Alors déjà, il y a un petit changement au niveau d'abord The Witch qui passe dans la catégorie purger l'ennemi, donc qui n'est plus dans la catégorie des actions psychiques, etc. Donc en gros, purger l'ennemi, si ma mémoire est bonne, c'est toutes les catégories qui sont assassinat, tuer les véhicules, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que pour les armées qui étaient très sécurisées, disons, en fait, ça enlève finalement un secondaire de kill. Ça concurrence un petit peu les assassinats, ce genre de choses. Souvent que Abhor the Witch est souvent pris quand il y a des personnages psycheurs, parce qu'ils rapportent pas mal de points. Donc si effectivement on ne peut plus prendre assassinat et Abhor the Witch, c'est quand même c'est un petit peu mieux pour ces secondaires là. En tout cas pour ces factions qui reposent sur le psy. En tyrannide, ça changera pas grand chose parce que l'assassinat en général était assez peu pris du fait de la non-exposition des neurotropes en général. Donc je pense que ça change pas grand chose pour nous. Ensuite, on a des changements de secondaires concernant l'espèce marine, notamment le Codex Warfare qui était affreusement simple à faire et qui va devenir cette fois un peu plus compliqué à caper à 12, mais je trouve que le changement va dans le bon sens. Ça oblige un petit peu les gens à se diversifier dans la létalité. Maintenant, il va falloir tuer vraiment, pour caper 3 unités avec chacune des armes, de la doctrine. Quand la doctrine dévastateur est active, il faut tuer à l'arme lourde. Quand c'est avec des armes d'assaut, pour remarquer les points, il faudra que ce soit en doctrine tactique. Et au corps à corps, il faudra que ce soit la doctrine d'assaut qui soit active. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Parce que du coup ça va diversifier un peu le scoring. C'était quand même un peu frustrant de jouer contre un Ironhead et tuer 8 de vos unités alors qu'il mettait 15 points sans aucune forme de respect pour la personne qui était en face de lui. Donc je trouvais que c'était quand même un peu too much. Donc là c'est quand même une bonne chose qu'ils aient un petit peu harmonisé ça pour en faire un truc un peu plus ardu à réaliser. Il y a également un changement sur Broadswarm, donc en QGN Stealer, pareil, le QGN Stealer score quand même énormément, c'était même parfois un peu frustrant, parce que des fois ça cogne fort, mais en plus de ça, ça a un scoring vraiment très simple, donc là aussi petit nerf, je pense que ça va pas impacter grandement le gameplay du culte, mais en tout cas, un secondaire qui est probablement un peu plus compliqué à faire. On va maintenant passer aux changements qui ont été apportés par faction. Donc on va commencer par ordre alphabétique en fait. On va faire l'Adeptus Custodes. Gros changement, moi je trouve c'est assez bienvenu. C'est peut-être ce qui aurait dû être fait depuis le début, c'est qu'on ne peut plus utiliser sur la même unité à la même phase les 2 stratagèmes génériques de défense du Custodes, à savoir la transhumane et le no reroll. Je trouve que c'est c'était vraiment très fort le cumuler les deux. Là, le fait de retrouver l'un ou l'autre, ça rend aux Custodes quand même leur côté tanky qu'on ne devrait pas voir disparaître, parce que c'est un peu l'ADN de l'unité. Mais en tout cas, c'était quand même très frustrant de se voir opposer
une transhumane, pas de reroll, une 4+, et souvent des Finnopen derrière. Ça rendait l'armée quand même très compliquée à passer pour beaucoup d'entrées. Donc je pense que c'est une bonne chose, et entre guillemets, ça, sur la longueur de la partie, vu que c'est aussi des stratagèmes qui ne sont pas utilisés, ça offre d'autres vertus tactiques aux joueurs custodes qui ne seront pas uniquement ces 4 PC pour se défendre. Donc je pense que c'est une bonne chose. Au niveau de l'Astra, plusieurs changements. Alors de ce que je comprends, ça me paraît juste évident, mais il y a un cap à 6 mortels désormais sur le stratagème des Karskins. Là aussi c'était quand même un peu abusé de se prendre 18 BM gratos par un pack de 100 points qui TP en étant full buff. C'était quand même assez stupide, donc là encore je trouve que c'est quand même une bonne chose de l'avoir faké. Je trouve que ça arrive vraiment tardivement par contre. Ça aurait été vraiment bien que ce soit faké plus tôt. L'autre bullet point, c'est en fait un changement sur la fameuse bannière, qui est une relique qui permettait d'ignorer toutes les modifications de touches, bless, Finnopen, du dégâts cap, ce genre de choses. Désormais, vous ignorez pas les touches. Les malus à la touche, vous les prenez, ce qui veut dire que ça va quand même pas mal impacter certaines choses. Je pense notamment au mortier. Parce que du coup, ça voulait dire que si vous étiez typiquement derrière une forêt, et ben l'adversaire n'avait pas le malus à la touche, ou sous une bulle de Vénanthrope par exemple. Là, il va devoir prendre le malus, et bien souvent, vu qu'il ne vous voit pas, il prend en plus le malus de tireur loss. Donc là, on se retrouve rapidement avec des -2, voire des -3 qui ne sont pas vraiment esquivables. Donc ça peut être un peu compliqué pour le joueur Astra de rentabiliser son tireur loss, en tout cas pour ce qui est des mortiers. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, les Dark Angel, ont subi le traitement Léviathan, disons. Et le traitement Léviathan, c'est plus de transhumane. Voilà. Ils ont pris la transhumane, pouf, ça disparaît. Donc là, honnêtement, moi je trouve que c'est bienvenu. Je pense que ça ne tue pas le codex, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que le Dark Angel était effectivement très fort avec son spam de Terminator, mais c'était quand même un peu stupide. Un Terminator, ça a quand même une sauvegarde à 1+, une 4+1 vue, ça paye pas ses équipements, ça se relève, c'est un Finnopen. Pour 32 points, je trouve que c'est parfaitement correct encore aujourd'hui, que ce soit non transhumane. Donc honnêtement, pour moi, il n'y a aucun scandale là-dessus. Sachant que le Dark Angel a largement moyen de se retourner vers la partie Ravenwing, donc tout ce qui est moto, qui eux du coup ont très peu changé, donc voire pas du tout en fait, et qui ont en plus des vertus de secondaire assez fortes, qui vont pouvoir eux, via leur flexibilité, jouer à la fois sur les armes lourdes avec les land speeders, les armes d'assaut avec les Black Knight par exemple, qui sont assaut si ma mémoire est bonne, et enfin au corps à corps pour finir, pourquoi pas avec les mêmes Black Knight ou même une escouade de Terminator. Donc là encore je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Alors c'était probablement, moi je m'y attendais franchement quand j'avais trollé en disant que les gens profitent bien de la transhumaine parce que ça n'allait pas durer, et ben il se trouve que j'ai eu raison. Tout cela a disparu, mais je pense que ça ne tue pas finalement le codex, donc je pense que les joueurs qui aimaient vraiment cette armée pourront continuer à la jouer, et comme souvent malheureusement, les gens qui aimaient un petit peu l'armée parce qu'elle était forte, eux vont partir sur autre chose, mais ça à la limite c'est bien connu dans le wargame. La Dead Watch, alors la Dead Watch visiblement changement sur les secondaires, alors pour le coup je connais pas bien, donc je vais pas partir là-dessus, mais a priori une facilité dans le secondaire, donc là encore ça va plutôt dans le bon sens, parce que c'était quand même une armée qu'on ne voyait pas, donc plutôt une bonne chose à mon sens de voir ce type de modification sur la Dead Watch. Après c'est toujours compliqué d'équilibrer les SM, parce que vu qu'ils partagent un tronc commun, et qu'à ces troncs communs on rajoute des buffs, en fait une unité peut être bien pricée pour un codex, enfin un chapitre, et pas du tout pour un autre. Et je pense que c'est toujours un peu compliqué à équilibrer au niveau du corpus de règles, parce qu'en fait à partir du moment où les unités sont buffables et pas de la même manière, forcément certaines sont trop bon marché quand elles sont mises dans un codex, et d'autres sont trop chères quand elles sont mises dans un autre. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc jouer sur les secondaires, ça me paraît quand même être un bon levier d'équilibrage à ce niveau-là. Les Drukhari, on voit revenir le mot-clé corps sur les Talos et les Chronos. Alors je pense que ça peut changer pas mal de trucs, parce que les Chronos et les Talos encore, ça veut dire non seulement qu'ils gagnent des rerolls, notamment les rerolls de touche, et surtout ils ont aussi accès au +1 en endu, ce qui les fait passer en endu 7 si ma mémoire est bonne, ce qui est un palier qui est quand même loin d'être dégueulasse en termes
en termes de défense finalement, parce que l'Endu 7 c'est quand même une Endu qui vous fait en général tanker mieux qu'une Endu 6, où bon, déjà il y a pas mal d'armes force 12, il y en a beaucoup moins force 14, et c'est surtout qu'il y a beaucoup d'armes qui... le step de passer en du 7 est quand même assez intéressant en tout cas. Donc bon, là pareil, je pense que ça va pas changer grandement les choses. Est-ce qu'on va voir revenir des armées à base de coteries, blindées de Talos, de Chronos, de Grotesque? Peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que ces armées-là ont peut-être un souci de résistance, même par rapport aux gunlines qu'on peut voir aujourd'hui, qui font quand même très très mal. Donc j'avoue que je suis pas du tout expert en Drukhari, mais en gros, je pense que ça va dans le bon sens sur un codex qui était quand même qui était un peu en rupture vis-à-vis de ce qui se faisait aujourd'hui en termes de clauses, etc. On va passer à nos bébêtes favoris. Donc là, pas mal de changements, très curieuse. J'étais assez surprise d'ailleurs de voir ces changements-là, comme je le disais en introduction, parce que je pensais que Game Workshop laisserait un peu crever le truc en attendant la V10. Force est de constater que non. Donc on a 3 changements sur lesquels on va s'attarder un peu plus longuement. Le premier, déjà, c'est le retrait de la règle qui vous imposait d'avoir comme Warlord un Knife Tyrant si vous en aviez un dans votre armée. Pour le coup, c'est celui que je trouve le moins intéressant parce qu'on va voir ce qui arrive après. Globalement, ça ne change pas grand chose. Mais on y voit quand même des choses qui peuvent être intéressantes et je fais un petit récap à la fin de toutes les choses que je vois peut-être revenir dans ces derniers mois de V9 au regard de ces changements-là. Pour rester dans le domaine du prince, vous allez comprendre pourquoi. En gros, vous allez pouvoir garder vos liens synaptiques même si votre warlord est mort. Donc là, on calcule le truc. Le prince n'est plus forcément warlord, et même si mon warlord meurt, bah, en fait, c'est pas très grave parce que je garde mes impératifs. Ça veut dire quoi? Globalement, c'est pour ça que je vous disais que le premier point n'était pas hyper structurant, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va mettre un vieux neurotrope qui reste chez soi en warlord, et donc que vos princes, vous pourrez vous les envoyer mourir sur le champ de bataille sans trop perdre, en tout cas pour ce qui est de votre macro général et vos outils stratégiques dans l'armée. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, parce que force est de constater qu'on était à même connaissance, je crois qu'il y a les orques qui étaient comme ça, que si on perdait son warlord, on perdait tous ses bonus. Et je trouvais que c'était quand même un peu dommage, parce que bah, du coup ça faisait un énorme hate point sur votre prince pour essayer de vous le tuer, et en gros ça vous soustrayait de beaucoup de choses quand votre prince mourait. Globalement, c'est une bonne chose que ça revienne. Maintenant, les impératifs sont quand même beaucoup moins forts qu'ils ne l'étaient avant, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans les vidéos précédentes. La première, c'est que tout est beaucoup plus cher, donc on n'a plus autant de flexibilité, typiquement des zoanthropes, qui était clairement l'impératif qu'on voulait utiliser tous les tours avec Léviathan. Bah là, c'est vraiment un vrai choix de rentrer des zoanthropes dans sa liste. Et globalement, moi qui joue beaucoup du Behemoth, bah, en fait, je forçais de constater que en général, l'impératif tour 3 et 4, c'est assez rare que vous l'utilisiez de manière vraiment optimale. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir vos 3 premiers impératifs pour vous mettre dans la partie. Et le tour 4 et tour 5 sont souvent des tours de finalité, donc souvent finalité de cercueil où on meurt, ou alors où on marque les points parce qu'on a la maîtrise de la partie. Donc ça, à la limite, je trouve que c'est des changements qui vont dans le bon sens, mais qui à mon avis ne changeront pas grand chose parce que les joueurs tyranniques ont appris à jouer leur prince et de ne plus les exposer avant le tour 3. Et de manière générale, je pense que c'est un up surtout sur Léviathan qui va du coup pouvoir utiliser son sort générique Nexus de la Ruche toute la partie, même si le prince n'est plus là, et là effectivement c'est une ressource quand même beaucoup plus intéressante à utiliser, donc pourquoi pas Léviathan pourrait revenir notamment avec le système des zoanthropes, ce genre de choses. Le dernier point, et là moi j'en suis très contente, c'est quelque chose qui m'avait déplu, c'est que les adaptations étaient fixes sur la liste depuis la première data slate, je crois, qui avait impacté le Tyrannide. C'était vraiment très dommage, parce que le problème c'est qu'en fait on notait quelque chose sur sa liste, et donc on était verrouillé là-dedans. Là où, je vais donner des exemples, les vœux des Sistan étaient choisis en début de la partie, les marées des GK étaient choisis en début de partie, le vœu des Black Templars également, donc le Coyon des taupes ou le Monka également, et je trouvais que ça n'allait pas dans le sens de cette V9 où on avait quand même une petite flexibilité sur pas mal d'armées pour s'adapter un petit peu à son adversaire. Ça avait été retiré au Tyrannide, c'était un peu... ça s'entendait à cette époque où le Tyrannide était beaucoup plus dominant qu'à l'heure actuelle. Je pense qu'aujourd'hui c'était clairement de trop, donc il est retiré, c'est une très bonne chose, moi j'en suis ravi.
parce que du coup ça veut dire que moi qui joue beaucoup avec le fait d'avoir des couverts améliorés, et ben ça veut dire que typiquement je joue contre une armée qui n'a pas de tir, hashtag World Eater, ou une armée qui tire beaucoup en inner cover, et ben vous pouvez vous permettre de changer ça pour aller prendre des adaptations différentes pour pouvoir optimiser tel ou tel engagement. Donc ça c'est une bonne chose, et ça c'est vraiment très cool qu'il l'ait fait. D'ailleurs ça redonne aussi un intérêt aux flottes ruches qui avaient des gains entre guillemets, enfin des vrais choix. Notamment moi je trouve que l'un des meilleurs, si on accepte le couvert, c'est celui qui empêche les -2, enfin de se voir imposer des malus au mouvement, qui est le tableau jaune, et le tableau jaune, toutes les armées toutes les flottes ruches n'y ont pas accès, notamment Behemoth n'y a pas accès. Donc c'est intéressant de potentiellement se dire je joue par exemple Hydra pour avoir le couvert, et puis finalement si j'ai pas le couvert, je change et je prends le truc pour pas avoir de malus, comme ça je profite quand même des forêts pour me planquer, etc. Donc c'est intéressant. Je dis des bêtises sur Hydra, il n'y a pas accès d'ailleurs, il me semble, au couvert, mais peu importe. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est qu'en gros le but c'est d'avoir une flexibilité sur son engagement au début de partie, et ça c'est vraiment sympa. Par contre attention, parce que du coup ça veut dire que vous êtes sujet à des erreurs en cours de partie, notamment si vous commencez à piocher un trait de flotte ruche en adaptation auquel vous n'avez pas le droit, ça peut engendrer des solutions un peu dramatiques si un arbitrage s'impose, parce que c'est-à-dire que vous trichez vraiment sur un choix que vous n'aurez pas dû prendre. Donc attention à ça. Voilà, moi je sais que Behemoth c'est le tableau vert et le tableau violet. Et Léviathan c'est le tableau jaune et le tableau vert. Donc voilà, attention à ça, checkez bien, faites potentiellement des marque-pages pour vous rappeler de quel type de bonus prendre. Mais en tout cas voilà, il y a un vrai changement à ce niveau-là, et ça je trouve que c'est vraiment le gros bonus de cette data slate, parce que ça va améliorer probablement certains match-ups où typiquement on jouait avec une adaptation de flotte ruche qui était inutile, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va donc sortir des tyrannides pour finir avec les taux, où là c'est également un changement assez succinct, c'est le retour du mot-clé corps sur les broadsides. Donc là encore, je me pose la question, est-ce que ça sera justifié? Est-ce que c'est justifié? Probablement. Est-ce que ça sera structurant dans la manière de construire la liste? Pour le coup, je ne pense pas. Parce que les broadsides, même si elles sont infanterie, c'est quand même des unités qui bougent assez peu. Donc à partir du moment où on ne joue pas, alors c'est mon cas, oui c'est mon cas où on peut advance et tirer, je trouve qu'on a quand même peu de facilité à prendre des losses là-dessus. Et de mémoire, les broadsides étaient quand même assez chers, donc c'est quand même des unités qui étaient fortes, mais je pense qu'aujourd'hui il y a mieux à faire que... typiquement je pense que les Crisis resteront au-dessus des broadsides, mais bon, en tout cas ça existe, c'est possible. Donc voilà, on peut aussi imaginer des broadsides maintenant qu'elles sont corps en fin open à 5, ça peut être assez pénible à sortir. Donc voilà, pas mal de choses, moi je trouve rien de réellement transcendant. Globalement, les armées qui dominaient la méta, l'Astra, le Custo, le Dark Angel se sont fait taper sur les doigts, le Custodes aussi un petit peu à travers le non-cumul des deux stratagèmes défensifs. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense personnellement que ça va pas changer grand chose, et je pense qu'on va rester sur une méta un petit peu de fin de version où Game Workshop va travailler principalement sur la V10, et on nous donne quand même des derniers mois de jeu un petit peu plus balance, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va pas s'enflammer, je pense que ça changera pas grand chose. De toute façon, il n'y a pas de grandes échéances maintenant à venir avant le début de la version 10, donc pas de gros scandale. Donc c'est une bonne chose, voilà. Games, en tout cas, c'est cool, c'est que Games n'a pas laissé crever la version 9 avec des trucs un peu aberrants. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Moi en Tyrannide je me dis que voilà, je vais finir la version avec un codex qui sera sans doute pas le plus bon, mais qui en tout cas s'est fait un petit peu chouchouter sur la fin, parce que je pensais vraiment qu'on n'aurait rien de plus et qu'on se contenterait d'un rien pour les Tyrannides, le DA qui prenait un peu, l'Astra qui se voyait nerfer quelques trucs, et je pensais que ça se terminerait comme ça. Donc heureuse de voir que finalement quelques petites choses ont été rendues aux Tyrannides, et en ça c'est plutôt cool.
Voilà, et bien écoutez, je m'attarde pas plus sur cette dataslate. Le but c'était de faire une petite vidéo rapide pour vous, vous dire ce que j'en pensais. Voilà, globalement, pas de gros changements, des petits bonus, des petites friandises, je comprends, mais rien de très très structurant au regard du Tyrannide. Voilà. Après, évidemment, bien sûr, quand les grosses armées se font taper sur les doigts, je pense notamment au Dark Angel, là où pour le coup le nerf est vraiment violent, je pense que ça va rendre le match-up beaucoup plus prenable. Parce que là où, en fait, moi en Behemoth, j'avais tendance à blesser l'Endurance 4 à 2+, bah là je la blessais plus qu'à 4 et il n'y avait aucun moyen de passer outre. Donc là encore, je pense que ça va changer pas mal de choses parce qu'effectivement, le Dark Angel va pouvoir se croquer beaucoup plus facilement et ça c'est cool. Donc, donc je pense que ça va être intéressant. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un de nos principaux prédateurs qui disparaît. Et en ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Donc moi, je vais finir cette version avec les Tyranides et pour rattraper au vol la V10 et renchaîner avec ce qu'on nous proposera à ce moment-là. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, à bientôt tout le monde, et n'oubliez pas, la V10 arrive, et on se donnera rendez-vous probablement sous des chapeaux de roue au moment de l'annonce de la V10. Bye bye tout le monde!